Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons faire un webinaire sur le maintien à domicile avec Senior Coordination, Marine Guistaud, qui va nous expliquer un petit peu les différentes solutions pour rester au maximum à domicile. Donc, Marine Guistaud est infirmière en gérontologie et le Gérontopole Pays de la Loire avec Séverine Thérom qui est chargée de mission action territoriale. Et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice du Magogie et également une aidante. Tutonomie, c'est une web-série qui est sur YouTube pour soutenir les aidants près d'un proche en perte d'autonomie. Ce sont des vidéos, des tutoriels qui sont réalisés avec des experts du médico-social, qui nous montrent des gestes et nous donnent des astuces pour nous soutenir dans notre vie d'aidant. Ce projet a démarré en 2019 et c'est soutenu toujours par Malakoff Humanis. Et puis, on a mis en place des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets un peu plus larges. Donc, ce projet, il est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et on réalise toujours ces projets-là avec l'expertise des professionnels et le partenariat avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc, voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse la parole, Madame Thérom. Merci beaucoup, Anne Guillon. Bonjour à tous et toutes. Donc, ce sujet de webinaire concerne le maintien à domicile. Comment se faire aider? C'est vrai que le concept de maintien à domicile englobe un ensemble de moyens mis en œuvre pour qu'une personne en perte d'autonomie puisse rester à domicile. Alors, ces moyens correspondent à des prestations qui peuvent être d'ordre médical, technique, financière, administrative et de services. C'est vrai que le maintien à domicile répond aux désirs des personnes âgées. 9 personnes âgées sur 10 déclarent maintenir le domicile. C'est également une volonté de l'État de maintenir le domicile. On entend parler maintenant de virage domiciliaire, de parcours domiciliaire, comment maintenir le domicile dans une évolution de vie, dans un parcours de vie. Donc, ça inclut évidemment votre résidence principale et puis après l'évolution vers des résidences de plus en plus adaptées. Maintenant, je vais laisser Madame Guistaud, Marine, nous en parler. Elle est donc fondatrice de Senior Coordination. Merci beaucoup, Madame Thérom. Bonjour à tous. Voilà, je suis infirmière en gérontologie. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans un EHPAD en tant qu'infirmière coordinatrice. Et j'ai constaté que trop de personnes âgées entraient en EHPAD pour des mauvaises raisons. Soit la personne ne se sent pas en sécurité chez elle et n'envisage même pas de faire des travaux devant l'ampleur de la tâche, entre les devis, choix des artisans, durée des travaux, les coûts, etc. Soit la personne ne veut pas être un poids pour ses enfants et ses proches, soit les aidants n'en peuvent plus d'organiser, de gérer la coordination. Donc aujourd'hui, j'interviens en tant qu'expert dans le maintien à domicile. Il y a 4 ans, j'ai quitté l'EHPAD et j'ai montré ma propre structure de coordination pour accompagner les seniors et les familles dans le maintien à domicile. Donc voilà, le maintien à domicile, comment se faire aider? On va voir plusieurs points. Il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer tout d'abord par le 1, c'est le diagnostic des fragilités du domicile et l'élaboration du projet de vie individualisé. Après, on verra les aides à domicile, les aides financières, voilà, on y a droit, on n'y a pas droit, comment on fait. Aménager et sécuriser son domicile, les différents types de logements, réévaluer après régulièrement ses fragilités et son projet de vie. Et enfin, on va parler du répit, qui est toujours important pour les aidants. Comment pouvoir prendre du répit, parce que c'est souvent les aidants qui maintiennent, qui sont le socle solide du domicile. Donc, si l'aidant ne va pas bien, plus personne ne va bien. Donc, il faut vraiment accorder du répit pour les aidants. Donc, tout d'abord, le diagnostic du domicile. Donc, le diagnostic des fragilités et des besoins, c'est savoir être lucide et objectif sur ces fragilités. C'est-à-dire quelles sont mes difficultés quotidiennes. Pas ce que les autres disent de moi, mais qu'est-ce que moi je pense, moi toute seule, voilà. De quoi est-ce que j'ai besoin pour être bien chez moi, en sécurité? Est-ce que j'ai du mal à faire l'entretien du logement? Est-ce que quand je fais du linge, ça déclenche des douleurs? Du coup, je fais plus trop de linge. Est-ce que la préparation du repas, j'y arrive toujours? Ou est-ce que ça me coûte? Donc, du coup, je cuisine plus trop. Est-ce que pour faire les courses, il y a plein de choses qui sont trop lourdes? Donc, du coup, je les achète plus. Donc, je mange plus forcément trop équilibré. L'administratif, est-ce que j'ai des tonnes de lettres qui s'accumulent parce que vraiment, ça me gonfle et ça m'intéresse pas et j'y arrive plus, de toute manière, par Internet? La toilette, est-ce que j'arrive à être propre sur moi? Est-ce que je sais alerter en cas de problème?
Voilà, donc c'est vraiment savoir, on dit qu'on a tous des fragilités et il faut être lucide sur ces fragilités pour pas basculer dans la dépendance qui là nécessiterait une prise en charge du coup médicalisée et plus humaine. Donc savoir repérer ces fragilités. Donc il y a plusieurs points pour repérer ces fragilités. Soit on est assez lucide et on arrive à les faire soi-même, repérer ces fragilités. On peut faire également par un expert du maintien à domicile, donc des sociétés type la mienne, soit le médecin traitant, s'il a le temps de pouvoir faire ça. L'infirmière à domicile peut également parfois prendre le temps de faire ça, le kiné ou alors un coordinateur du CLIC. On va voir tout à l'heure ce que c'est que le CLIC, qui peut vous aider à diagnostiquer vos fragilités. Donc, pour voir avec vous, faire le tour du logement, voir les points de difficulté, les aménagements possibles à mettre en place pour sécuriser le domicile, voir ensemble les financements possibles également, et les organismes qui sont habilités pour réaliser les devis nécessaires, donc les SAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les financements avec APA, MDPH. Alors, il y a beaucoup d'anacronymes. Faut pas s'en offusquer ni prendre peur. On va les voir au fur et à mesure. Donc voilà pour le diagnostic des fragilités. Le diagnostic du domicile, on peut le faire également par un ergothérapeute. Il y a la retraite complémentaire Agir Carco qui a fait le diagnostic bien chez moi. Donc c'est un numéro 08, vous appelez un conseiller et il vous donne rendez-vous chez vous. Il y a un mois de délai à peu près et c'est un ergothérapeute qui vient chez vous et vous avez juste un reste à charge de 15 €. Donc c'est assez intéressant de passer par ce diagnostic-là. Et l'ergothérapeute, voilà, ils sont spécialisés dans l'aménagement du domicile pour voir quelles sont les difficultés, les points vraiment à mettre en place. On a également le CREAT. Alors ça, c'est spécial Nantes. Ça a été créé par la Conférence des financeurs et la ville de Nantes. C'est le centre de ressources et d'expertise en aide technique. Avec le Gérontopole, on a pu avoir un café des adhérents là-bas. C'est vraiment un appartement témoin. Ça a été organisé par des ergothérapeutes, ce qui permet de découvrir toutes les aides techniques dont on peut avoir besoin pour se maintenir à domicile. Donc, c'est très concret. Ils font des visites. Il ne faut pas hésiter à aller voir. Si vous vers le lundi, et sinon vous appelez, vous prenez rendez-vous. Ils font également des ateliers de prévention des chutes, d'équilibre, bien dans son assiette, des jeux collaboratifs. Enfin, voilà, c'est vraiment très ludique. C'est un chouette lieu de ressources sur Nantes qui existe. On a après le CLIC. Donc le CLIC, c'est quoi? Le CLIC, c'est Centre local d'information et de coordination. Ce sont des lieux d'accueil et d'orientation qui apportent gratuitement donc aux personnes âgées ou à leurs proches des informations précises concernant les services à domicile, les logements, les offres de loisirs, les offres de soins, les transports. Ils examinent la situation et ils vous apportent une réponse adaptée à votre besoin. Ils organisent également, on peut participer à des groupes de parole et d'échanges, et également il y a des formations. Il ne faut pas hésiter à les appeler, c'est des experts spécialisés dans le maintien à domicile. Un projet de vie personnalisé, moi, c'est ce que je fais vraiment en tant qu'expert du maintien à domicile. Parce que vivre, c'est vieillir tout simplement, et que pour avoir des projets, continuer d'avoir des projets, c'est se projeter dans l'avenir et se maintenir en forme. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Non pas ce que vous pouvez faire, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc, bien au-delà de vos aptitudes physiques, cognitives, vraiment toutes les facettes. Donc, quelles sont vos occupations, vos habitudes, vos interactions, vos envies, vos besoins. Moi, je me souviens d'un monsieur qui avait une pathologie physique qui l'empêchait de marcher. Il avait Parkinson et il avait un projet de vie à 80 ans. S'il n'y a pas d'âge pour avoir des projets de vie, il était ancien paysagiste et il voulait faire le tour de tous les parcs de la région. Donc, on a trouvé une intervenante qui venait tous les mardis pendant 2 heures et il a fait tous les parcs. Alors, il continue. Il a commencé par tous les parcs de la ville de Nantes et puis, au fur et à mesure, il s'est étendu. Enfin, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on rentre en EHPAD, qu'on a des difficultés, qu'on a des fragilités qui sont présentes, qu'on commence à être dépendant sur certaines choses, qu'il faut arrêter d'avoir un projet de vie. C'est vraiment, ça permet de se maintenir en forme. Donc, c'est vraiment très important. Et j'ai rajouté que pour être bien chez soi, il faut être bien en dehors de chez soi. Il faut continuer vraiment d'avoir des projets et sortir de chez soi pour rencontrer du monde, avoir envie de continuer, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Les aides à domicile,
vaste sujet. Donc, les SAD. Les SAD, c'est les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors, c'est quoi? Ils ont pour objectif de favoriser ou de maintenir l'autonomie des personnes âgées et de leur permettre de continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. Donc, les aides à domicile, elles concernent principalement l'entretien du logement, du linge, l'aide au lever, l'aide à la toilette, aux courses, préparation des repas, aide au coucher, également les sorties, réaliser les activités de loisirs et pour la vie sociale. On a vu avec ce monsieur qui permettait de sortir, mais il y en a également qui viennent prendre un thé, discuter, aide à faire les courses. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment très, très varié. Les aides, c'est vraiment en fonction de vos besoins. C'est très polyvalent, les aides à domicile. Et alors, il en existe plusieurs. Alors, prestataire ou mandataire, qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce que c'est? Le service prestataire, c'est vraiment un service. Eux, ils embauchent les aides à domicile, ils vous les mettent à disposition. Alors que le service mandataire, ils recherchent les personnes et c'est vous qui les embauchez. Donc, eux, ils interviennent pour la mise en relation, pour l'aide à la rédaction des documents, pour la rédaction des fiches de salaire. C'est vraiment un choix personnel. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux services. C'est à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. Après, le coût. Alors, voilà, combien ça coûte? Donc voilà, associatif ou sociétaire, en général, ils proposent les mêmes prestations et des tarifs relativement équivalents, sauf ceux qui sont qui ont un partenaire avec le département. Mais c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus, soit associatif, soit sociétaire. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'obtenir minimum 3 à 4 devis pour bien comparer. Et surtout, avant de signer les devis, de demander la disponibilité des intervenants. On est vraiment en ce moment, surtout sur la ville de Nantes, à flux un peu tendu au niveau des intervenants des services à domicile. Donc, demandez s'ils ont des intervenants disponibles. Parce qu'il y a possibilité, mais ça se trouve, c'est dans 1 mois ou dans 2 mois quand ils auront plus de visibilité. Donc, voilà, si vous avez besoin de quelque chose rapidement, demandez si les intervenants sont disponibles. Les tarifs, les coûts varient, d'où l'intérêt de faire des devis. Donc, il faut bien se renseigner. Il est possible de payer les interventions en CESU. On va revoir un petit peu après quels sont les avantages de chaque emploi-service universel. Le tarif des prestations, il est fixé librement par la structure, donc sauf pour certains services qui sont habilités à l'aide sociale et pour lesquels les tarifs des prestations APA, PCH, donc APA, c'est allocation de perte d'autonomie, PCH, c'est prestations compensatrices handicap. On va le revoir après, où du coup, là, les tarifs sont fixés par le département. De plus en plus maintenant de structures ont des tarifs APA pour quand on a besoin vraiment, voilà, quand on est GIR4, quand on a vraiment besoin, les tarifs sont fixés par le département. Voilà, on a les SPASAD. Alors, les SPASAD, c'est un service polyvalent d'aide et de soins à domicile. C'est notre futur, le futur qu'on espère assez proche. Donc, ça assure à la fois les soins infirmiers, les aides et accompagnements à domicile. Donc, vous n'êtes plus obligé. Aujourd'hui, on voit bien dans le petit dessin, quand vous avez besoin d'aide, vous faites appel à un SAD, donc service d'aide et d'accompagnement à domicile. Et quand vous avez besoin de soins, vous faites appel à un SIAD. C'est un service de soins infirmiers à domicile. Et le but, c'est que demain, dans un avenir plus ou moins proche, on espère, vous serez en contact avec un service autonomie à domicile qui vous orientera soit vers un SAD, soit vers un SIAD. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul SPASAD en Loire-Atlantique qui est dans le Pays de Ré et c'est vraiment un souhait de l'ARS et de la région que ça s'étende rapidement à tout le territoire pour une prise en charge plus rapide et plus globale de la personne pour un meilleur continuum des soins en fait. Les aides financières. Alors, les aides financières, le casse-tête des aides financières, on y a droit, on n'y a pas droit, comment ça se passe, est-ce que ça vaut le coup, quel papier, qu'est-ce que j'ai pas, enfin voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, on va commencer par le plus important, c'est l'APA, donc allocation personnalisée d'autonomie. C'est destiné aux personnes de 60 ans et plus qui ont besoin d'aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, donc se laver, s'habiller, se lever, se coucher, voilà, ou dont l'état nécessite une surveillance régulière pour les personnes qui ont des troubles neurodégénératifs. Il y a 2 types d'APA, il y a soit l'APA à domicile, quand on continue de vivre à domicile, ou l'APA également en établissement, qui aide à payer une partie du tarif dépendance. Il y a des conditions pour bénéficier de l'APA. Il faut donc minimum avoir 60 ans, résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire que si vous avez une maison de vacances au Maroc et que vous passez 8 mois de l'année au Maroc, c'est compliqué d'avoir l'APA en France. Et il faut être en perte d'autonomie.
c'est-à-dire avoir un degré de perte d'autonomie. Alors, on parle de GIR, dans le jargon un peu pseudo-médical. En gros, quand vous êtes GIR 6, vous êtes complètement autonome. C'est de 6 à 1, ça va en sens inverse. Et pour pouvoir bénéficier de l'APA, il faut être GIR 4, c'est-à-dire avoir des difficultés physiques ou cognitives. Il n'y a pas de condition de revenu pour bénéficier de l'APA si on remplit toutes les conditions, mais par contre, le montant attribué, il dépend du niveau de revenu. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de 10% des dépenses globales qui est financé par le département. Après, ça dépend. Moins vous avez de revenus, plus vous avez une prise en charge élevée du département. Comment on fait une demande APA ? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez sur le site internet du département, soit vous récupérez un dossier auprès des CLIC. Il faut bien penser à bien prendre. Enfin, il y a différentes parties du dossier et notamment, il ne faut pas oublier toutes les pièces à communiquer parce que sinon vous allez renvoyer votre dossier, on va vous renvoyer un truc comme quoi il n'est pas complet. Enfin voilà, ça peut faire un échange et ça peut prendre malheureusement beaucoup de temps. Donc il y a une partie également à remplir pour votre médecin traitant. Donc, une fois que le dossier sera rempli, vous allez être mis en relation avec quelqu'un du département, une évaluatrice qui va venir à votre domicile pour vous voir avec vous quel plan d'aide on peut vous accorder. Donc, l'APA. Après, deuxième aide, c'est les aides de l'ANAH. L'ANAH, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Donc, ça, c'est pour des travaux d'amélioration pour les logements privés. Donc, c'est pour les propriétaires âgés qui veulent faire des travaux d'adaptation. Il y a plusieurs choses, soit habiter mieux, donc c'est pour les travaux de rénovation pour les gains énergétiques, donc changement de fenêtre, isolation, quoi que ce soit. Pour les personnes âgées ou handicapées, donc remplacement de la douche de la baignoire par une douche de plein pied, installation d'un monte-escalier électrique. Donc voilà, ce sont des choses qui sont quand même très coûteuses et du coup l'ANAH peut vous aider financièrement. Il y a plusieurs critères pour être éligible. Il faut bien se renseigner, il faut monter des dossiers et c'est sous condition de ressources. N'hésitez pas à les contacter avant de faire les travaux, pas après, sinon ils ne prennent pas en charge. Ils prennent pas en charge les aides. En troisième point, on a de l'aide ménagère. Donc ça, c'est quand on ne peut pas bénéficier de l'APA, quand on ne remplit pas les critères, mais qu'on a quand même besoin d'aide. Le conseil départemental peut verser une aide sociale pour embaucher une aide à domicile. Donc, il faut être âgé au moins de 65 ans, avoir des difficultés pour les aides ménagères, ne pas pouvoir bénéficier de l'APA et avoir c'est des conditions de ressources. Ça, c'est des conditions de ressources de 2022. C'est mis à jour en janvier 2023. Ça n'a pas encore été actualisé. Donc voilà, ça se joue qu'à quelques dizaines d'euros. Hein. Le montant de l'aide, il est calculé en fonction de vos revenus. Et il faut faire une demande au CCAS ou à la mairie pour faire une demande auprès du département pour l'aide ménagère. Après, on a les aides des caisses de retraite. Si vous êtes retraité, votre caisse de retraite, elle peut vous apporter des aides, notamment si vous ne pouvez pas bénéficier de l'APA. Il faut avoir des moyens financiers pour des aides matérielles, des aides techniques ou des aides humaines, donc financement des barres d'appui, des marches antidérapantes ou une aide ménagère. L'objectif de ces aides est vraiment de vous aider de continuer de vieillir chez vous le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner auprès de votre caisse de retraite, savoir, voilà, j'ai besoin d'aide pour rester chez moi, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Ça dépend des aides de caisse de retraite, ça dépend malheureusement de plein de critères différents, mais il ne faut pas hésiter à aller les voir parce qu'il y a certaines aides caisses de retraite qui proposent vraiment des aides assez conséquentes. Après, on va parler du CESU. Alors, le CESU, donc, c'est le chèque emploi service universel. C'est un titre de paiement qui a pour objectif principal de régler les prestations de services à la personne. Il y a deux types de CESU. Il y a soit le déclaratif où vous allez sur Internet et vous déclarez sur le site de l'URSSAF au moyen d'un volet social, soit le CESU préfinancé qui c'est à peu près le même système qu'un ticket restaurant qu'on peut avoir parfois par des mutuelles. Parfois, le CESU, le montant de l'APA du département, c'est des chèques prépayés CESU, donc on peut payer les prestations d'aide à domicile avec. On peut faire une demande de CESU à la banque, soit ou alors en adhérant directement au site de l'URSSAF.
Et il se charge d'envoyer l'attestation d'emploi aux salariés. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de fiche de paye, ce qui est quand même assez sympa parce que c'est quand même compliqué de faire tout cet administratif et c'est l'État qui s'en occupe. Donc, c'est quand même chouette de faire ça. Voilà pour le CESU. De 50% de crédit d'impôt, on en parle pas mal. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc ça, c'est si vous engagez des dépenses au titre des services à la personne qui sont rendus à votre résidence principale ou secondaire située en France et que vous en soyez propriétaire ou locataire. C'est un avantage fiscal qui est versé, donc soit c'est si vous embauchez directement un salarié qui vous rend les services d'aide à domicile, donc que ce soit ménage, repassage, courses, aide à la toilette, enfin voilà, tout ce dont il y a une liste d'aide à la personne. Soit également, c'est un organisme il faut qu'il soit accrédité service à la personne, donc il y a un agrément à avoir. Il faut bien se renseigner si la société par laquelle vous passez est agréée service à la personne. Et l'avantage fiscal, donc c'est un crédit d'impôt de 50% des dépenses engagées pour les prestations de service à la personne. Alors, il y a des limites financières, c'est 12 000 euros par an, donc à peu près 1 000 euros par mois. Dans certains cas, notamment de dépendance ou d'handicap, le plafond peut être relevé à 18 000 euros. Et il y a certaines prestations qui ont des limites spécifiques, notamment le petit bricolage, c'est 500 euros par an. L'assistance informatique, c'est 3 000 euros par an. Mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir des cours d'informatique pour avoir accès à Internet. Vous payez 3 000 euros par an et vous êtes remboursé 1 500 euros. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir se dire que oui, je peux prendre des cours pour savoir utiliser Internet parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de démarches administratives se font sur Internet. Donc, on peut se faire aider financièrement pour ça. Et les travaux de jardinage, c'est 5 000 euros par an. Voilà pour le crédit d'impôt, ce qui est quand même une aide assez conséquente de l'État, qui a vraiment cette volonté, encore une fois, de maintenir à domicile les personnes. Aménager et sécuriser son domicile. Les accidents domestiques sont très fréquents, en particulier chez les seniors. On a une personne âgée sur 3 de plus de 65 ans qui est victime chaque année de chutes. D'une part, en fonction du vieillissement, une plus grande fragilité physique, des problèmes de vision, des problèmes d'audition, et souvent une habitation inadaptée aux personnes en perte d'autonomie. Moi, je vois combien de mes bénéficiaires m'ont dit « Non, mais j'ai une baignoire, elle est très bien ma baignoire. Je ne veux pas changer ma baignoire, j'y suis habituée, je sais comment faire pour monter et descendre de ma baignoire, sauf qu'il y a forcément un moment ou un autre une chute dans cette baignoire, donc on ne l'utilise plus, mais on ne veut pas le dire. On n'utilise plus la baignoire, mais surtout, on ne veut pas le dire parce qu'on ne veut surtout pas changer à nos habitudes. Donc, on peut avoir des soucis. Il y a des aménagements qui sont simples parfois et qui sont suffisants, comme le réagencement de l'espace bien éclairé, réaménagement de la salle de bain, ôter les tapis, ou alors vous mettez du double face sur tous les tapis pour éviter de vous prendre les pieds dedans. C'est pas mal. C'est des systèmes D, mais qui sont assez efficaces. La pose de volets roulants automatisés qui vont vous éviter d'avoir à vous pencher pour fermer vos volets, adapter l'éclairage pour éviter les chutes, voilà, bien éclairé. Installation d'équipements spécifiques comme un siège de douche, des poignées dans les WC dans la douche quand on a du shampoing. Toujours intéressant de pouvoir se maintenir. Mettre des prises électriques déportées pour éviter les chutes, ne pas avoir à se pencher à chaque fois pour allumer tous les interrupteurs. On appuie sur un bouton et tout s'éclaire. Les travaux d'adaptation, qui sont peut-être un peu plus longs, des douches à l'italienne, des WC surélevés, des nez de marche antidérapants, des chemins lumineux, voilà. Et ça permet d'éclairer, on passe devant et ça s'éclaire tout seul. Donc, c'est des petites choses parfois qui sont simples et qui permettent de sécuriser son domicile de façon assez intéressante. La téléassistance, c'est quand même un dispositif qui est assez fiable, qui est sécurisé. C'est composé d'un médaillon d'appel, d'un boîtier fixe. On a un petit médaillon qui est assez discret, qu'on porte soit en collier, soit en bracelet. Moi, j'aime bien aussi faire rajouter des tirettes d'appel dans les toilettes et les baignoires, parce que c'est souvent les lieux de chute les plus importants. Et en fait, quand on chute, voilà, on appuie sur le bouton, on tombe sur un plateau de téléassisteur qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fonction de vos besoins, ils vont déclencher les aides nécessaires. Donc, c'est juste, vous êtes tombé, mais vous avez pas mal et vous avez juste besoin d'aide pour vous relever.
Ils vont contacter vos proches qui habitent pas très loin de chez vous pour pouvoir venir vous relever. Ou alors, c'est plus grave, vous êtes douloureux ou même vous ne répondez pas du tout. Et du coup, ils vont carrément appeler le pompier et le SAMU et également vos proches pour déclencher les aides spécifiques. Ça permet vraiment de se maintenir en sécurité à domicile. Les différents types de logements. Voilà. Alors, on va commencer par les résidences-services. Donc, quand on peut plus se maintenir à domicile chez soi, c'est important de se renseigner parce qu'il y a plein de choses qui existent. Il n'y a pas juste le domicile et l'EHPAD. Il y a vraiment pas mal de choses qui existent. L'offre, elle est vraiment intéressante aujourd'hui sur le marché et elle tend à se diversifier. Donc, il faut vraiment se renseigner, aller visiter, prendre contact. Même aller faire un déjeuner ou une activité dans différentes, on va voir, il y a différentes choses qui sont proposées. Donc, les résidences-services, donc c'est pour des personnes âgées qui sont autonomes, seules ou en couple, qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus rester chez eux. Il y a des services qui sont compris, donc il y a le logement, vous avez votre propre appartement, votre cuisine, vous pouvez être complètement autonome, mais il y a également une surveillance, la sécurité avec la fameuse téléassistance, il y a des animations qui sont proposées. Et à la carte, vous pouvez avoir du ménage, de la toilette, aide aux courses, des repas. Souvent, il y a des salles de restaurant. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller visiter, d'aller déjeuner au restaurant. C'est important de comparer pour mieux apprécier. Il y a différents groupes, enfin voilà, il y en a plein qui existent de différentes gammes, différents lieux également. Ce qui est intéressant également dans la résidence-service, c'est qu'il peut y avoir des appartements temporaires de 1 jour à 6 mois. En pension complète, hein, vous êtes vraiment en pension complète, ménage, repas, sécurité, coordination médicale, paramédicale. Tout est pris en charge, c'est moins cher qu'un hôtel et c'est souvent pratique lorsqu'on effectue des travaux chez soi. Voilà, on veut changer une douche, on a 15 jours de travaux chez soi, où est-ce que je vais? Je ne veux pas embêter mes enfants, je ne veux pas quitter mon quartier, ma ville. Eh ben, on peut aller dans des appartements temporaires. Moi, j'ai aussi des bénéficiaires qui partent en vacances parce qu'il y en a pas mal sur la côte et c'est vrai que c'est assez chouette. On a également les résidences autonomie. C'était les ex-foyers logements, donc, qui, eux, ont une vocation sociale. Hein, donc, le coût des loyers est modéré. Ce sont les établissements médico-sociaux qui ont à la fois des logements individuels et privatifs et des espaces communs dédiés à la vie collective. C'est souvent au cœur des villes, des commerces, des transports. Et c'est le conseil départemental qui délivre une autorisation de fonctionnement. On a également, après les résidences autonomie, on a les domiciles-services, qui sont des petits immeubles de 15 logements à loyer modéré pour les personnes âgées et des familles. Et un lieu de vie sécurisé, il y a du lien social entre les personnes âgées autonomes ou handicapées et les familles au sein d'un immeuble à loyer modéré. Il y a une téléassistance de nuit, il y a des visites de sécurité et il y a des aides aux tâches ménagères qui sont proposées. On peut également avoir recours à l'accueil familial, c'est bien également pour du temporaire. On peut être accueilli au sein d'une famille dont un membre a été agréé comme accueillant familial. Là, il faut se renseigner au conseil départemental. Mais pour de l'accueil temporaire, ça peut être aussi vraiment chouette. Il y a de la colocation entre seniors qui commence à se mettre en place. Elle se diversifie. Il y a eu des films qui ont été faits là-dessus. Ça fonctionne sur le principe de l'entraide et du soutien entre colocataires qui mettent en place un règlement interne. Donc, il y a des associations en France, à Nantes, qui se sont montées. Il y a Lokiora, il y a Colocation Senior. Enfin, voilà, il y en a plusieurs. On a également de la colocation intergénérationnelle. Donc là, c'est de la colocation entre une personne âgée qui a souvent un grand logement et qui vide, parce que voilà, et les étudiants qui, eux, recherchent des logements parce que c'est compliqué de se loger. Donc ce système est de plus en plus utilisé en France, en particulier dans les grandes villes, où le prix des loyers et la pénurie des logements font rage. Donc c'est un faible loyer contre présence et services. Donc, il y a des associations qui font ça. Il y a le temps pour toi, ensemble de générations, entre nous, le béguinage. Alors, le béguinage, c'est pareil, c'est assez nouveau, ça commence à s'étendre un peu partout en France. Donc, c'est des T2 ou des T3 pour chaque habitant. Ça permet une autonomie totale. Et la personne peut faire ses propres repas, laver son linge, recevoir la famille. Il y a un climat d'entraide qui nécessite l'implication de tous les résidents, qui est complémentaire à l'autonomie. Et enfin, dernier établissement, on a les EHPAD. Donc, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'était anciennement les maisons de retraite. Ces établissements, ils sont médicalisés. Ils ont pour mission d'accompagner les personnes fragiles et vulnérables, de préserver leur autonomie par une prise en charge globale,
Ça comprend donc l'hébergement, la restauration, l'animation et le soin. Ça s'adresse en général à des personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d'aide et de soins au quotidien. Donc, ils proposent des prestations hôtelières, un accompagnement de la perte d'autonomie, prise en charge de soins médicaux et paramédicaux au quotidien. Encore une fois, je vous conseille de visiter. Il faut visiter plusieurs EHPAD. Il ne faut pas dire celui-là, il est bien, j'en ai entendu parler, il est bien, du coup, je m'inscris. Il faut aller visiter, se renseigner sur les animations, voir les différents types. Il y a plein d'EHPAD qui existent, aussi bien les EHPAD associatifs, des EHPAD privés, des EHPAD de la mairie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent, différents quartiers, différentes prestations qui sont proposées, différentes animations. Donc rencontrer les équipes pour des séjours temporaires, c'est vraiment chouette. Et ça peut être également une première approche dans un EHPAD. On fait un séjour temporaire de 15 jours, on voit si ça nous correspond avant de revenir chez soi en disant, bah voilà, là, dans cet EHPAD-là, j'ai fait un séjour de 15 jours, j'étais bien, je me suis bien sentie. Quand viendra la dépendance, peut-être que je me verrai plus choisir cet EHPAD-là. Après les EHPAD, on a la réévaluation régulière. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est-à-dire que par son médecin traitant, qu'on voit quand même régulièrement. Moi, en tant qu'expert du maintien à domicile, je vais aller voir les personnes tous les mois pour refaire un point sur le projet de vie et sur les différentes fragilités pour éviter de bâtir. Donc voilà, on dit qu'il faut rester dans la zone de fragilité. Ça permet de se rassurer, de rassurer ses proches et de se maintenir le plus longtemps possible à domicile et en même temps d'envisager sereinement à l'avenir en disant voilà, je sais qu'il y a un moment, ce ne sera plus possible parce que j'ai une pathologie neurodégénérative, parce que mon logement est plus du tout adapté et que je ne peux pas l'aménager. Donc voilà, et ça permet d'accepter les choses de façon moins brutale et de les faire plus sereinement. Le répit est hyper important. Encore une fois, c'est les aidants qui tiennent en général le domicile. À Nantes, on a beaucoup de chance. On a la maison des aidants qui est vraiment chouette. L'objectif, donc, c'est d'offrir un lieu de ressources conviviales aux proches ayant un membre de leur famille fragilisée par l'âge ou la maladie. Une équipe de professionnels, donc il y a des conseillers sociaux, des psychologues, des assistants qui accueillent l'aidant et la personne malade. Le dernier est pris en charge pendant que l'aidant peut participer à des activités proposées. On a également l'accueil de jour. Donc ça, c'est des personnes qui vivent chez elles, mais qui sont accueillies 1 à plusieurs journées par semaine dans une structure proposant un accueil de jour. Ça permet de préserver son autonomie parce qu'on a des activités qui sont adaptées à nos besoins. Et les temps passés hors de domicile, ça permet de rompre l'isolement et de permettre aux proches, aux aidants de pouvoir avoir du répit. On a également l'EHPAD hors les murs. C'est quelque chose qui est très nouveau, qui est en train de se créer parce qu'il n'y a pas assez de place en EHPAD, il n'y en aura pas assez. Donc, on essaie vraiment de sortir l'EHPAD dans les murs, que l'EHPAD aille à la maison parce que c'est possible aujourd'hui. C'est une solution vraiment alternative en cas de dépendance à l'hébergement en institution. Ça, du coup, vous respectez votre choix de vie, vous restez dans votre sphère sociale, mais vous avez une prise en charge globale comme si vous étiez à l'EHPAD. C'est en test dans plusieurs régions de France, notamment sur Rennes, et c'est vraiment amené à s'élargir et à pouvoir accéder au niveau national. Les plateformes de répit pour les aidants, ça s'adresse donc aux proches aidants s'occupant d'une personne âgée en perte d'autonomie ou vivant avec un handicap. Ça apporte un soutien individuel, psychologique, des conseils. C'est bien de pouvoir parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose que soi. On se donne des petites astuces et puis c'est juste un lieu de parole. Il y a un annuaire qui est très bien fourni sur le site de l'ARS des Pays de la Loire. Merci beaucoup Marine, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, au revoir.